Voilà, la dernière personne est sur le parking. On attend 2 petites minutes. Ouverture de la séance à 18h40. Constatation du quorum. Alors, nous avons 21 présents, 8 représentés, donc full. On se passe, je suppose, de la lecture et de l'appel. Merci. Donc, le quorum étant atteint, je vous remercie. Nous pouvons délibérer. Alors, nous allons désigner le secrétaire de séance, le Benjamin. Je propose Nicolas Chastel. Des observations? Contre? Abstention? Tout le monde est d'accord? Parfait. Nicolas Chastel, secrétaire de séance, je vous remercie. Approbation du compte rendu. Avant d'entamer l'ordre du jour, je soumets à votre approbation le compte rendu du conseil municipal du 28 septembre 21. Des observations? Oui, il aurait été bien, suite à votre désistement au congrès des maires, par rapport au pass sanitaire, il aurait été bien qu'un élu du conseil municipal puisse bénéficier de votre place. Oui, comme j'ai appris que vous y étiez. Non, mais je ne parle pas pour moi, je parle d'un élu du conseil municipal. Moi, je ne demandais pas vous y voulez être. dire un autre élu, parce qu'il y avait le premier adjoint voilà. qui était. Oui, mais comme on avait délibéré pour 2 élus et que donc vous n'y êtes pas allé, ce serait dommage qu'il n'y ait pas un qui ait pu en bénéficier. Oui, jusqu'au dernier moment, je pensais que je pouvais aller avec le test, mais la SNCF a absolument refusé. Parce que leurs agents ne sont, paraît-il, pas équipés pour. Donc ça veut dire qu'ils ne doivent pas savoir lire. Et donc, je me suis abstenu. Donc ça s'est fait un petit peu tardivement. Mais c'est vrai que j'étais vraiment surpris de la position indéfectible de la SNCF. On s'en souviendra. C'est dommage, on n'a pas été contrôlé, en plus, dans les trains. Mais même la direction régionale de la SNCF à Marseille a confirmé que leurs agents n'étaient pas équipés pour lire les... Voilà, donc je pense qu'il y a des gens qui sont analphabètes en France, dont acte. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. On aurait pu demander qui aurait pu être... désolé pour ça. Donc en dehors de ça, le compte-rendu, c'est bon? Ok, unanimité, je vous remercie. C'est ça. Ok. La liste des décisions municipales vous a été transmise. Il s'agit des décisions prises entre le 29 juin et le 9 novembre 2021. En raison de l'attaque, de la cyberattaque dont nous avons fait l'objet, nous n'avons pas pu mettre les décisions prises entre le 1er janvier et le 28 juin 2021. Elles vous seront présentées lors du premier conseil municipal de l'année 2022 avec les décisions prises entre le 9 novembre et le 31 décembre 2021. Vous avez des questions sur cette première liste de décisions?
Non? Ok, très bien, je vous remercie. Nous allons passer à la première délibération. La délibération numéro 72, dans le budget principal, décision modificative numéro 2. Madame Second, s'il vous plaît. Délibération numéro 2021-072, décision modificative du budget numéro 2. Après la première décision modificative adoptée en septembre dernier, nous vous proposons à présent d'en approuver une seconde pour ajouter de nouveau certains postes budgétaires. Toutes les variations sont détaillées dans la délibération, comme vous avez pu le lire. Quelques petites précisions. Les 15 000 € concernant le versement de la prime inflation aux agents sont toujours provisionnés, malgré les modifications apportées par le Sénat. 16 000 € de recettes supplémentaires sont dues à des récupérations de charges. La baisse de 12 000 € sur les libéralités correspond à des remboursements d'assurance moindres que prévus et d'autres recettes titrées sur l'article 77-88. Les 18 000 € en moins sur les produits exceptionnels correspondent également à des remboursements de sinistres qui n'ont pas eu lieu en raison d'un nombre inférieur de sinistres à celui prévu. Donc, si vous voulez, on peut lister, il y a très peu de postes, donc on peut les lister séparément. Donc, 64 111 des rémunérations principales titulaires, ce sont les policiers. 64 118, autre indemnité, c'est la prime de 100 € qui est attribuée au personnel qui perçoivent moins de 2 000 € par mois. Ensuite, vous avez des virements à la section d'investissement pour un montant de 10 112 €. Voilà. En recettes de fonctionnement, le poste 6 419, les remboursements sur rémunération du personnel, donc c'est les remboursements pour absence, plus la prime qu'on versera au personnel mais qui sera remboursable. Ensuite, le poste 70 311, concession dans les cimetières, c'est une bonne nouvelle, on avait budgété un chiffre supérieur, mais là on ne peut pas se plaindre de la baisse du chiffre d'affaires du cimetière. Ensuite, 70 312, les redevances funéraires, un petit peu supérieures. Alors, quelques réajustements. Le poste 70 66, les redevances et droits des services à caractère social, moins 11 600, c'est la fermeture des services périscolaires, crèches pour Noël. Autre prestation, le poste 70 688, c'est une régie publicitaire que nous avons encaissée. Et le poste 70 873, c'est le remboursement de frais par les CCAS, c'est l'ajustement du loyer et charges du CCAS. Ensuite, le 74 718, c'est l'aide versée aux cantines scolaires. Le 74 73, c'est le référent AVIP de la crèche, c'est-à-dire comment ça s'appelle, l'aide pour les créations, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Ça y est, j'y suis arrivée. Ensuite, 74 118, c'est la CAF plus l'indemnité du référent AVIP. En revenu des immeubles, il y a une recette de 34 000 prévisionnelle et 16 000 en récupération de charges. Ensuite, au niveau du poste 77 13, vous avez un chiffre négatif parce que nous avons eu des remboursements d'assurance inférieurs à ce qui avait été prévu. En produits exceptionnels, c'est pareil, on avait voté 40 000, en définitive, on n'a aperçu que 22 000. Voilà pour le fonctionnement. Ensuite, en dépenses d'investissement, le poste 2183, on a perçu 30 104 €. C'est à la suite du plan de relance numérique. Donc le socle numérique nous a permis de percevoir 30 104 €. Ensuite,
les postes 21 318, 21 51, 21 52 et 23 13, ce sont les régularisations sur des études de 2014 à 2019, étant donné que ces études portent maintenant sur des projets qui ont démarré, on les réintègre pour un montant de 14 880. En recettes d'investissement, je vais aller au bout. Donc, le poste 13-21, les subventions d'équipement non transférables, c'est le socle numérique pour les écoles Cassini et Pagnol. Ensuite, vous avez des dépenses d'ordre, puis le poste 20-31, les frais d'études pour 19 197. Ce sont les frais que vous retrouvez au poste 21 318 à 23 13 pour 19 197 €. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, Monsieur le maire, si vous voulez passer au vote. Si, Bon, si, je ne crois j'ai- pas. j'ai Ah des si, questions. Monsieur Gémeaux. Si, j'ai des questions. Ah. Alors, déjà, je vais commencer concernant les dépenses de fonctionnement. Nous souhaitons revenir sur la ligne complémentaire du crédit de 25 000 € pour le recrutement anticipé des 3 policiers municipaux. Comme aucune commission officielle ne s'est tenue concernant la sécurité depuis près de 10 mois, commission dont je fais partie et à laquelle je suis autorisée à participer, nous aimerions connaître les résultats de la mise en commun des agents de la police de Morières-les-Avignon et du Pontet et savoir si cette convention va être reconduite pour les 6 mois à venir. Je pose des questions et vous... Voilà. C'est trop tôt pour dire si on va la reconduire, mais apparemment, on est parti pour. Je vous ai dit la dernière fois que je tenais à votre disposition, je ne peux pas les publier ici, les PV qui sont faits toutes les semaines, puisqu'ils viennent 3 fois par semaine, donc généralement le dimanche ou le lundi matin. On a le PV de la commune du Pontet qui rend compte de ce qu'ils ont fait. Quoi, hein. Ils nous l'adressent, ils l'adressent à leur mairie, la gendarmerie en a une copie, et nous l'avons. Je le tiens à votre disposition, je vous l'ai dit lors de nos entretiens mensuels. Quoi, hein. Je ne peux pas vous le laisser, mais par contre, vous pouvez les lire sans aucun problème. Quoi, hein. Même si vous venez accompagner, ça ne pose aucun problème. Vous verrez leur efficacité jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons qu'une brigade de nuit qui s'arrête à minuit, ou un peu plus s'il y a une inter, autrement c'est minuit. Mais eux sont là de façon... Il n'y a pas d'horaire, c'est entre 9h et 4h du matin. Et vous verrez des interventions à toute heure, et certaines qui durent, parce que c'est une grosse interpellation avec venue de la gendarmerie, d'un officier saisi du véhicule, quand il y a des affaires de stupéfiants, etc. etc. Oui, ou état d'ivresse, voilà. Ou alors, ils sont priés, la brigade est priée d'accompagner la personne à la gendarmerie de Saint-Saturnin. Tout est mentionné heure par heure, minute par minute. Et vous verrez que des fois, sur une soirée, il y a 3 pages. Oui, parce que là, on voit en ce moment, en lisant les réseaux sociaux et en lisant les commentaires des Moriérois, encore hier matin, on voit qu'il y a quand même ça continue au niveau des cambriolages, ça continue au niveau des insécurités. Et là, il y a encore une personne hier qui a été prévenue par le lieutenant de la gendarmerie en disant faites attention, il y a des vols durant la journée. Donc voilà, on se pose des questions parce que vous embauchez davantage de personnel et malgré tout, les délits continuent. Quoi. Oui, mais ça, c'est... même si nous étions 15, il y aurait quand même... En fait, il y a une recrudescence de cambriolage de personnes qui ne sont pas de la région. Tout à fait. On aurait des gens qui viennent de Béziers, des gens qui viennent de Montpellier, ou ils arrivent en train, ils arrivent en blablacar. C'est vraiment très difficile à gérer, il faut tomber dessus. Notre programme de vidéoprotection réduira certainement ça, par la dissuasion d'une part parce qu'elles seront bien visibles, mais aussi par l'intervention et, si possible, en augmentant les effectifs comme prévu avec une personne derrière pour pouvoir avoir une réactivité instantanée, quoi. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Il y a une reconnaissance. Il n'y a pas que Morières, mais c'est vrai que Morières a une hausse. Alors, est-ce que la ville, la desserte du train, puisqu'une grande partie vit en train, quoi.
Après, il faut savoir que je vous cite un exemple qui est arrivé il y a, pas la semaine dernière, mais l'autre. Je reçois une notification que sur une page Facebook de la ville, quelqu'un dit il y a quelqu'un qui est rentré chez moi, quoi. Au lieu de dire à quelqu'un qui est rentré chez moi, on commence par faire le 17. J'espère que les gens qui nous écoutent, je ne sais plus comment et en quelle langue le dire, quoi, hein. On commence par faire ça. Résultat que finalement on tombe dessus. Je préviens notre brigade qui ce soir-là était de nuit, qui se trouvait pas très loin de là, qui intervient dans les 10 minutes qui suivent et on redemande, parce qu'on ne pouvait pas identifier la personne, de bien vouloir sortir. Notre véhicule est arrivé avec le bleu et le 2 temps, c'est-à-dire que quand même, pour ne pas sortir, mais cette personne préfère appeler quelqu'un qui vienne, qui croise la voiture de police, mais qui ne réagit pas. Bon, pour faire court, finalement, la personne a reconnu, machin. Cette personne était rentrée dans la maison, dans le salon, avec le risque. On commence par faire le 17, bon sang de bois. J'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on va raconter, s'il est grand, il est petit, il m'a cassé la porte ou la fenêtre. C'est du temps de perdu. Résultat, on aurait pu attraper cette personne. Ils ont patrouillé tout le reste du temps dans le coin, on n'a pas mis la main dessus. Mais voilà un exemple. Et pour compléter l'information, lors de l'entretien aussi que nous avons régulièrement avec le capitaine Sagredo, nous avons convenu le 14, je crois, c'est ça ? Le 14, la PM se charge de convoquer toutes les personnes qui font partie de voisins bienveillants. Non, ben, pas vigilant, c'est bienveillant. Ici, on est bienveillant. C'est pour ça qu'ils viennent souvent, d'ailleurs, les cambrioleurs. Bon, c'était une anecdote. Voilà. Donc, oui, Monsieur Jameau, je vous donne la parole après. Nous avons un rendez-vous et nous allons convoquer toutes les personnes qui faisaient partie, que nous avons en listing, pour parler de ça, de la façon dont il faut procéder, s'ils sont mobilisés, vérifier que c'est toujours les bons téléphones, quand est-ce qu'ils sont là, enfin, et organiser l'été, quand ils ne sont pas là, qui prend le relais, afin que les gens, au lieu de dire j'ai une voiture devant chez moi, etc., etc., etc. C'est malheureux qu'on informe les gens de Dunkerque à Tamanrasset avant d'avertir sa propre police ou faire le 17. Alors, il faut savoir qu'en faisant le 17, j'ai visité le corps il y a 15 jours. Il faut savoir qu'ils sont très bien organisés. Quand vous faites le 17, ne vous occupez pas si c'est la patrouille du Pontet ou pas du Pontet. Eux savent qui est de service, où est-ce qu'ils sont. Ils suivent les voitures par GPS. Ils savent où sont positionnées les voitures de gendarmerie. Si ça se reproduit, il y a une autre visite comme ça, je vous inviterai, Madame Dubois. Vous verrez, ils sont très bien organisés. C'est H24. Vous avez 2 fonctionnaires qui sont devant les écrans, à l'écoute. Quand vous appelez, ils vous situent. Ils peuvent faire intervenir des voitures parce qu'on voit une voiture de gendarmerie et il y a marqué Le Pontet, Sorgues, d'où est cette voiture, enfin à quelle brigade elle appartient. Donc la convergence, on peut tout de suite intervenir. Mais s'il y a un temps entre le moment où tu es de Moriarty ou tu es de Tombouctou, ben, c'est du temps de perdu. Et pendant ce temps-là, ils tracent la route, comme on dit. Voilà. Et ce réflexe-là, il faut que les administrés l'aient. On commence par appeler les forces de l'ordre et après, on peut faire des commentaires. Et ça serait bien de dire qu'on les a arrêtés. Il y a des commentaires aussi, comme j'ai vu encore aujourd'hui, où il y a eu une attaque à main armée à la sortie du cimetière de Morières, alors que ce n'était pas à Morières, c'était au Pontet. En pleine journée. Donc tout de suite, panique à bord, que fait la police? Mais enfin, écoutez, si vous n'avez rien d'autre à faire, abstenez-vous, quoi. C'est du temps de perdu. Donc nous, on vérifie, on commence à appeler tout le monde et on s'aperçoit que c'est au Pontet. Enfin, c'est ce genre de dysfonctionnement qui retarde l'action. On fait le 17 août dans la journée le numéro de la police de Morières. Et quand vous faites le 17, ils sauront tout de suite qui est sur place, quelle que soit l'heure. Voilà. Je réponds partiellement à votre question, mais malheureusement, les cambriolages, la vidéoprotection va apporter beaucoup de solutions. C'est un lourd investissement, lourd investissement, mais il devient indispensable. Mais vraiment, vraiment indispensable. Il y a les caméras, vidéoprotection, etc. Et avec le nouveau poste, il faudra, si on évolue, nous avons rencontré le département la semaine dernière, le directeur de cabinet de Mme Santini, et nous avons abordé le
le sujet, parce qu'ils veulent bien aider les communes qui s'équipent. Et l'idée serait de grouper les CESU, quoi, afin que plusieurs communes aient les moyens. Les petites communes n'ont pas les moyens d'avoir H24 un policier derrière. C'est le cas au Pontet, c'est le cas, on pourrait se regrouper. Alors, M. Gémeaux peut-être va nous conseiller une autre ville que le Pontet, mais peu importe. L'important, c'est qu'on regroupe. Aujourd'hui, avec la fibre, on peut arriver à faire ça. On regroupe quelque part et on peut avoir la réponse immédiate et avertir les forces de l'ordre. Et une fois qu'on aura renversé la tendance et que la peur sera chez les autres, ou la crainte, à ce moment-là, je pense qu'on sera un peu plus serein. En attendant, c'est vrai qu'il faut rester vigilant. Je pense avoir répondu à votre question. Vous avez répondu que vous allez reconduire, parce que c'était ça au départ, vous allez reconduire la convention. Ça, vu l'efficacité, vous apprécierez vous-même quand vous lirez. Je vous l'avais proposé la dernière fois qu'on s'est vu, j'y ai pas pensé. C'est dans mon bureau archivé. Hein. J'ai fait des copies pour vous que vous pourrez lire à loisir. Même, c'est pas la peine de venir à cette occasion-là. Si vous avez un moment où vous téléphonez, mon directeur de cabinet vous donnera accès et puis vous prenez tout votre temps pour les lire. Et vous verrez que c'est édifiant ce qui se passe la nuit. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que la délibération indique qu'il est nécessaire de procéder à... La délibération indique qu'il est nécessaire de procéder à une dotation complémentaire pour faire suite au recrutement de 3 policiers municipaux. Lors de la demande de travailler de concert avec le Pontet, nous étions sceptiques. Comme vous avez dit, je n'ai pas un autre endroit à dire. Par contre, outre l'apport de 24 000 € alloués chaque année à la ville du Pontet, nous observons qu'il serait plus utile d'avoir nos propres moyens pour assurer la tranquillité des Montrérois. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus efficace que nous puissions avoir un potentiel de policiers municipaux pour pouvoir travailler de concert avec la municipalité qui a beaucoup de relations avec la gendarmerie, etc. Donc c'est la preuve que l'alliance que nous faisons avec le Pontet en leur donnant 24 000 € par an, ça aurait été beaucoup mieux que nous puissions nous débrouiller un peu, j'allais dire tout seul, non, en concert avec les forces de police. Voilà, merci. Alors c'est très simple, Monsieur Gémeaux, et ça va être très rapide. Un policier de nuit, c'est 45 000 €. Multiplié par 4, parce qu'il en faut 4 pour faire une brigade de nuit, je vous laisse calculer combien ça fait. Un seul déjà dépasse le budget presque du double de ce que le Pontet nous apporte. D'accord, c'est que 3 nuits par semaine, plus nous, une nuit, pas très tardive. On s'était engagé à essayer de faire une brigade de nuit propre sur la mandature. Or, si on ne veut pas toucher aux impôts, vu les coûts que je viens de vous donner, les nuits sont chères, et principalement les nuits du week-end. C'est pas supportable aujourd'hui pour nos administrés. Et j'essaie de rester régulier par rapport à mes engagements de campagne, à savoir ne pas toucher aux impôts, en espérant que cette pandémie ne nous y contraindra pas. Mais en attendant, on fait avec ce qu'on a. Vous verrez un petit peu plus tard que nous avons prévu de recruter encore un de plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons 7 actifs. 3 nous quittent, puisqu'ils changent de commune par mutation. Mais nous avons anticipé et nous les avons remplacés. Donc on est à effectif constant, même s'ils ne sont pas là. Ils seront mutés au 1er janvier. Ensuite, on va en recruter un autre, vous verrez, on cherche un brigadier pour continuer à compléter, parce qu'on pense que la vidéosurveillance, justement, il faudra qu'il y ait quelqu'un à certains moments derrière. Mais on n'a pas les moyens encore, Monsieur Gémeaux, et croyez bien que je le regrette, d'avoir notre propre brigade de nuit. Je ne peux pas mettre 170 000 € en plus sur le budget de la sécurité là-dessus, d'autant que nous avons un vaste programme de vidéoprotection qui, sur 4 ans, va nous coûter 220 000 €. Mais nous allons avoir quelque chose de vraiment très, très performant.
on l'a montré au capitaine quand il est venu, c'est vraiment quelque chose vraiment, c'est un engagement. On veut, rappelez-vous, hein, la sécurité, de nos motifs de campagne, et les logements. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Nous n'avons pas les moyens, Monsieur Gémeaux. Voilà, pour faire court. Je suis désolé. Sinon, concernant les recettes de fonctionnement, donc vous avez expliqué que pour les concessions, c'est dû à une diminution de décès. C'est pour ça qu'il n'y a que 18 000 € de moins, c'est ça? Oui, mais... Voilà. Oui. Oui. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Et encore, je sais pas encore si c'est bien prudent d'avoir Si fait c'est ça, vrai, parce que ouais. malheureusement, Avec le Covid depuis une semaine, ouais. depuis une semaine, il y a une recrudescence de décès, Oui. aussi bien à l'EHPAD que chez les particuliers Tout à fait. et de personnes âgées. Ouais. Donc je pense Donc, oui, que vous auriez dû je pense conserver que- cette ligne. Mais Oui, voilà. oui. Je pense qu'il est préférable parce que ça ne s'arrête pas, ça se complique par contraire, moment, et on est en pleine période en plus. Bon, je pense que c'était une bonne ligne, malheureusement. Malheureusement, j'aurais préféré avoir à justifier un excédent Non, je pense que là, ouais. de cuves que d'avoir à les utiliser et voir en rajouter. Après, vous déduisez un encaissement prévisionnel sur la régie de la crèche, notamment pour la fermeture durant les vacances de Noël. De mémoire, hein, les vacances de Noël, la crèche a toujours fermé. Je ne vois pas pourquoi vous déduisez cette somme-là alors que ça a toujours été prévu, cette fermeture. Je ne comprends pas. Vous déduisez un encaissement prévisionnel sur la régie de la crèche, notamment pour la fermeture durant les vacances scolaires. Mais la crèche a toujours fermé durant les vacances scolaires. Donc je ne vois pas pourquoi vous diminuez de cette somme-là, Je n'ai pas les... puisque dans le prévisionnel, c'était prévu. Je vais essayer de vous répondre. On me dit que ça n'avait pas été prévu cette année. Oui, parce qu'avec le changement CCAS mairie, on n'avait pas fait la revue complète. D'accord. Vous n'étiez pas fié sur le budget prévisionnel qu'avait fait Mme Pratt? Non. D'accord. Ok. Bon. Si vous vous rappelez, la délit précédente, on avait régularisé Oui. certains comptes, et celui-ci, on ne l'avait pas. D'accord. Bon. Après, vous parlez de revenus des immeubles. Quels sont les nouveaux immeubles qui ont été... Il y a eu des nouvelles locations qui ont été faites par Non, c'est les rapport revenus. Vous savez, ce sont les maisons de l'EPF, les gens qui payent Oui, les oui, loyers. tout à Ce sont fait. ça- C'est Oui, ça, oui, c'est mais- ça les revenus. les Oui, immeubles. mais vous en comptez des supplémentaires. C'est pour ça que je ne comprends pas. Vous avez fait de nouvelles locations? Il n'y a pas de nouvelle location. Il y a des remplacements. Les gens sont partis, d'autres sont venus à la place. Non. Non. Parce que c'est un plus. Vous le mettez en plus sur le budget. Donc ça veut dire que c'est une rentrée supplémentaire par rapport à ce que vous aviez prévu. Oui, exact. Les revenus de location, je disais, mais ça me dit quelque chose, j'arrivais pas à... Ce sont les fameuses antennes. Les fameuses... Les antennes. Ah, les antennes. Oui, SFR, etc. D'accord. Ils ont installé de nouvelles antennes, celle du cimetière, par exemple. Celle en face du cimetière. Celle qui a été mise en fonction, celle qui est au Moute Basse, là en haut, Ouais. qui a été mise en fonction, donc ils commencent D'accord. à payer. Ok. Voilà, désolé, c'est... Non, non. Je disais, Oui. d'où sortent ces revenus? Ok. Sinon, vous pourrez nous donner le chiffre de personnes réellement qui louent les maisons sur la commune? De mémoire... Pas les noms, je mais le pense, nombre de six. personnes. 6. Six 6. Non, il y a D'accord. plus que ça. Oui, mais enfin, on pourra Oui, vous fournir voilà, avec ouais. les noms des personnes D'accord. qui l'occupent, hein, c'est pas Dans- un problème, ça. après, dans en fait, les- il n'y a pas eu de changement. hein. Il n'y a plus de changement. Il y a C'est eu- pour ça que il y a je eu ne des comprenais pas rotations. Un est pourquoi... parti, l'autre a D'accord. repris, il y a eu des changements de nom. Un a pris un autre un peu plus grand parce qu'il a profité, quelqu'un qui est parti, Bien etc. sûr, bien sûr. Quelqu'un qui était en difficulté dans sa maison, Oui, mais qui il y en a était toujours vendue, 6. a profité D'accord. de... En fait, il n'y a jamais de vide, quoi. Ils sont toujours D'accord. occupés. Oui, oui, bah, c'est bien.
Dans les produits exceptionnels divers, vous notez 18 000 € pour les poteaux d'incendie, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait cette année de changement, de remplacement, vous n'avez pas créé de nouveaux Si, nouvelles il implantations. y en a eu de mémoire. Pour les poteaux électriques, pour les poteaux à Non, les incendie, poteaux incendie, pour les bornes rouges. il y en a qui ont été sinistrés. Oui. D'accord. Mais il y en a Mais une c'est qui énorme, était récente, 18 000 € de... Ça remonte un petit peu. Celle de la Garance, là, qu'une voiture avait, c'est énorme. pas volontairement, mais Ouais. elle avait percuté, il a fallu la refaire. À chaque fois, ça coûte 10 000 €. Quoi. Ouais. Oui, oui. Bon, après, sur les dépenses d'investissement, la régularisation comptable des frais de 2014 à 2019 des opérations patrimoniales, est-ce qu'elle n'aurait pas pu être faite déjà début 2021 et être inscrite plutôt dans le BP 2021? Parce que donc le budget aurait été peut-être un peu plus sincère à ce niveau-là sur les dépenses d'investissement. Et lors du dernier conseil municipal, vous espériez pouvoir nous donner des chiffres définitifs sur le coût d'aménagement de la gare. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous donner ces chiffres? Alors, on a avancé en partie, mais on n'a pas tout encore pour des raisons de comment dire, problème d'architecte là. Il faut arriver à fixer le. Non. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est toujours le même problème que la dernière fois. D'accord. C'est la cession du foncier, voilà, qui n'a toujours pas été estimée. D'accord. Voilà la. Donc vous le la notez, puis vous me le procurez au prochain conseil municipal. Ouais, si on les a. Et des subventions que nous n'avons pas encore perçues. D'accord. Voilà pourquoi on n'a pas encore un chiffre définitif. Quoi, hein. Non, Et- c'est pas le truc d'architecte. On l'a eu, ça, c'est terminé. D'accord. Également, vous deviez nous apporter des précisions sur le montant des produits supplémentaires générés en 2020 sur la limitation de l'exonération de 2 ans de la taxe foncière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous apporter des précisions? Non, c'est pas possible. C'est Non pas plus. possible aujourd'hui. Donc, je vous reposerai la question le mois prochain. Enfin, c'est difficilement calculable, ça, hein, par contre. Hein. Enfin, donc pour terminer, dans les documents du budget, en page 4 du budget principal, il est noté que la population totale de la ville est de 8 440 habitants. Dans le projet pédagogique du temps extrascolaire que nous allons aborder en fin de conseil, il est indiqué 8 690 habitants. Voilà. Ben, Alors, on se fixe le sur les chiffre chiffres exact, donnés on en est où? par l'INSEE, qui font un petit peu ça, quoi. Hein. Or, tout le monde sait que nous avons passé les 9 000 allègrement. Vous Mais verrez ouais. sur le recensement là, Ben oui, de normal. 2022, ça sera surprenant. Jameau s'inquiétait autrefois de l'évolution. Ben, l'évolution, c'est que c'est tout ce qui a été fait, rien qu'aux Oliviers, la population qui est arrivée d'un coup, quoi, qui a saturé les écoles en partie, et c'est pas fini encore, quoi. Hein. Et c'est pas fini. Alors c'est sûr que les 9 000, Bon. vous vous rendez compte, il n'y aurait que 400 et quelques de différence. écoutez, voilà, c'est non, mais impossible. Comme ce On sont peut en ce moment, rajouter 1000. ce sont des documents officiels. et Oui, c'est oui, vrai que ben, voilà, donc pour c'est vrai que l'instant, on se fie, on se fie, voilà. à ça. Même pour Mais les bon, dotations et tout, malheureusement, on se fie sur les Ouais. derniers chiffres, quoi. Mais déjà, voilà, entre le PEDT et puis le document du budget, il y a déjà 400 € d'écart. Les chiffres qui vous ont été donnés, ce sont les chiffres de l'INSEE de 2018, Madame Dubois. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir, heureusement, j'espère, d'accord, que vous connaissez les chiffres qui sont donnés par l'INSEE. Tout Ça à va fait. d'une année sur l'autre. Oui. Au 1er janvier 2021, on aura les chiffres de 2019. J'entends bien, Donc, mais il faut bien qu'on prenne une base. oui, mais vous nous donnez un document officiel avec le budget qui donne un chiffre, Oui. et sur un autre document, justement. le chiffre est différent. Mais le PEDT, il a été établi quand, Madame Dubois? Au mois de mai. Au mois de mai, vous pensez Et qu'on non, avait les chiffres de 2019? Non, il se base sur les chiffres de 2018. Le PEDT, c'est 2018, les chiffres. Entre les deux. Sur le PEDT, Voilà. on a pris les chiffres de 2018, Oui. qui sont de 8 690. Tout à- si je me trompe C'est pas. ça, c'est ça, c'est ce que je dis. Et l'autre, vous aviez un autre chiffre, hein? Alors l'autre quel chiffre, c'est le document officiel sur le budget, sur sur le votre budget. budget. Oui. En haut.
Celle-là, elle est bonne. Dites-moi. Le chiffre inférieur, c'est le chiffre de la DGFiP. D'accord. Donc, qui avait certainement des chiffres partiels. Donc, il y a un document sur le budget qui se fixe par rapport aux chiffres des impôts à DGFiP. Mais quand on se fie à l'INSEE, ben, il y en a 200 et quelques de plus. Il y en quoi. a 200 et quelques de plus. Voilà d'où vient le... Eh oui. Bon. Voilà d'où vient... Voilà, non, l'erreur ne vient pas de chez nous. Non, mais je ne voulais pas... Vous ne comprenez pas qu'il peut y avoir 200 et quelques... Ben oui, ça c'est des détails dont on ne m'informe pas systématiquement, surtout qu'ils sont préparés en amont et longtemps en avance. Quoi, hein. Mais je découvre comme vous voyez, comme quoi... Même aux impôts, il faut Bien sûr. faut pas tout à fait se fier. Je vous en prie. Oui, surtout que le budget que nous avons voté au mois d'avril, la population était de 8006. Là, le budget... Le chiffre INSEE. Oui. Non, le chiffre dans le BP. Dans le BP, il était à 8006. Et là, il passe à 8004. Donc, il y a un souci dans le BP. Oui. Alors, Voilà, dans le budget prévisionnel, il y a un petit souci. Oui, mais c'est les chiffres qu'on nous donne sur des documents. Donc, lequel prendre? Quand on fait le budget, on prend le chiffre des impôts, quoi. Hein. C'est celui qui est censé quand même être... et puis l'autre, c'est l'INSEE, qui est censé être bon aussi. Si vous avez deux informations, on ne peut pas jouer à pile ou face. Hein. Alors, suivant ce que vous traitez, et pour le budget, vous prenez celui des impôts, qui malheureusement ne nous avantage pas d'ailleurs. Sinon, après, les restes des documents sont vides. Ça veut dire qu'ils sont vides parce qu'il n'y a pas eu de changement, il y a marqué tout néant dans la page 32, le tableau D1 qui est vide, et puis tous les restes sont vides et il y a marqué néant. Donc, c'est... Non, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, Non. d'accord. Voilà, Il n'y a pas de changement. Voilà, délit 72. Bon, on passe au vote. Des contre. 6. Abstention. Ok, adopté, merci. Délibération 73. Convention d'intervention foncière en habitat complexe, site Jean Monnet. Avenant numéro 1, Monsieur Jousselin. Bonsoir à tout le monde. Donc, dans le cadre des négociations menées par l'EPF avec la société Autonégoce 84, qui occupe actuellement une grande partie du site prévu pour l'opération Jean Monnet, celui-ci nous informe de la nécessité d'adopter un avenant à la convention d'intervention foncière. En effet, il s'agit d'acter tout d'abord l'augmentation du montant de la convention à la hauteur de 350 000 €. La convention passe donc d'1 million à 1 350 000 €. Ce surplus s'explique par l'indemnité que l'EPF versera au garage afin qu'il quitte les lieux. Cette somme n'avait apparemment pas été prévue ou, à tout le moins, elle avait été sous-estimée dans la convention initiale. Par ailleurs, les négociations entre l'EPF et le garage sur cette indemnité ont duré bien plus longtemps que prévu. Il s'avère aujourd'hui que le projet ne pourra être lancé qu'à la fin de l'année 2022. Afin de respecter pleinement le cadre de la convention et d'éviter de mettre la commune en difficulté, il convient de prolonger sa durée et donc de fixer la date butoir au 31/12/2023. Notons que l'augmentation du montant de la convention ne fait pas peser de risque financier pour la commune, puisqu'un compromis de vente a déjà été signé entre le bailleur social Erilia et l'EPF pour ce terrain. Non, juste effectivement par rapport à ce que vous indiquez, donc la rupture, enfin du moins la dénonciation du bail commercial, donc qui donnait lieu à une indemnité d'éviction. C'est vrai que cette indemnité d'éviction nous paraît importante. Alors c'est l'EPF qui l'a négociée, mais normalement cette indemnité, elle permet effectivement de compenser entre guillemets la perte de la création du fonds de commerce. Mais ils y sont, enfin Auto Négoce 84 n'est là que depuis 2016, et 350 000 €.
nous paraît énorme. Donc je ne sais pas comment ils ont négocié, mais ça me paraît fou. Je réponds. Il faut savoir que Autonégoce 84 n'a pas demandé 350 000, mais 650 000. D'où une année de négo pour arriver à cette somme-là et conclure à une date de départ qui est juin 2022. 2022. Cette négociation, c'est l'EDF, le PF qui l'a menée. Ils se sont débrouillés entre eux, mais ils ne voulaient pas lâcher la somme. Il se trouve qu'il est là depuis très peu de temps et son chiffre d'affaires a grandi à la vitesse grand V, quoi, hein. Je laisse le soin à l'EPF de vérifier. Je pense que c'est ce qu'ils ont dû faire et trouver finalement un compromis, de négocier sa date de départ pour pouvoir enfin quand même réaliser leur investissement, quoi. Okay. Voilà. Enfin, mais nous, on n'est pas pénalisé par ça. Ça coûte un peu plus cher à l'EPF, mais rien à voir avec le bailleur. Oui, mais ça sera inclus après dans le coût final du projet. Oui, mais la commune n'est pas impactée par ça. Oui, j'ai bien compris. Mais ça renchérit quand même voilà. Le coût. Nous, ce qu'on leur a demandé, c'est qu'à un moment, il faut quand même trouver une solution parce que ça ne peut pas rester ad vitam aeternam comme ça dans la négo. En fait, il y a eu une espèce de pourrissement de la situation des deux côtés. L'un n'étant pas pressé de partir, il a mis la barre très haute pour les faire venir, en espérant qu'ils donnent plus. Et les autres ont dit, on lui met la pression, jusqu'à ce que les deux systèmes ont marché quand même, puisqu'ils sont arrivés à un accord. À un moment, vous allez quand même être impacté, puisque le coût va être surélevé de cette somme-là. Et quand vous allez faire les logements sociaux, avec Erilia, vous allez avoir des prêts conventionnés normalement qui doivent être accordés pour des PLAU ou des PLUS. Si vous dépassez le montant de 2 000 € qui permet d'avoir des subventions, ça va être délicat. Pour nous, je ne vois pas l'impact, c'est le problème d'Erilia, quoi. Si l'impact va être au moment de la livraison des logements sociaux, vous ne pourrez pas faire la livraison de logements sociaux avec des PLAI et des PLAS, ne seront pas conventionnés, vous n'aurez pas des aides. Donc ça va être des tarifs de loyer excessifs et où vous ne pourrez pas mettre des personnes en situation sociale précaire. Non, je ne pense pas, puisqu'on a veillé quand même, déjà, et j'ai lourdement insisté, avec tous les nouveaux bailleurs d'ailleurs, qu'il fallait que nous puissions reloger déjà des gens qui sont en demande chez nous. J'ai insisté lourdement avec ça, et vous le savez, au Grand Avignon aussi, ce qui m'a valu une volée de bois d'un de vos amis, mais je ne démords pas de ça et je reste droit dans mes bottes. Je veux loger les gens ici à Morières d'abord, et quelle que soit leur situation, à aborder des loyers qui soient à leur portée, qui soient vivables, quoi, hein. Voilà. Donc, ils le savent, ils prendront sur eux, quoi, hein. Ils prendront sur eux et on va y veiller, quoi, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Je me fais pas. Ils ont tellement insisté pour le faire, quoi, hein. L'EPF aussi y est allé du sien pour régler ce problème aussi rapidement. À part qu'on a perdu une année, quoi, hein. D'où on reporte encore d'une année. Voilà, je pourrais ne pas être pressé, mais à part qu'on a des gens qui sont en attente, quoi. Malheureusement. Donc, pour répondre à votre question, on sera attentif à ça. Une deuxième question, vous indiquez donc en date du 5 mars 2021, la commune a désigné le bailleur social Erilia pour la réalisation d'une opération 100% logement locatif social, conformément aux préemptions d'origine. La mère de votre directeur de cabinet occupe un poste de direction chez Erilia. Nous dénonçons un possible conflit d'intérêts de la part de la position de votre directeur de cabinet, la position de sa mère chez Erilia, qui a été retenue par la commune. Erilia, comme d'autres, se sont présentés pour essayer d'avoir le marché. Ce que nous souhaitions, c'est que Erilia est venu nous voir, pas pour ça, il est venu nous voir pour les semelles. Il ignorait tout à fait ça, quoi, hein. On a dit que les semelles, ce n'était pas d'actualité, qu'il y avait beaucoup de travail à faire encore. C'était pas ça, que si nous avions déjà trouvé 2 autres bailleurs pour les 2 autres constructions, qu'il y avait ça. Si vous voulez étudier le dossier...
Donc le choix entre Erilia et les autres bailleurs, vous avez déterminé sur des critères, j'imagine, objectifs, mais qui ont été, vous pouvez peut-être nous préciser. Il y avait les bailleurs traditionnels. Pardon oui. Ça n'a pas été un choix indiqué, quoi. Hein. C'était un choix comme ça aurait pu être n'importe quel autre. Regardez pourquoi ils n'ont pas fait où il y avait l'hôtel là. Il s'appelle. Comment s'appelle l'hôtel qui va entrer là? Le Paradou, voilà. Le Paradou. Je dis toujours Serran, moi. Pourquoi ils ne sont pas là? Pourtant, c'était bien avant qu'ils sont venus nous voir. Pourquoi ils n'ont pas continué à côté de la crèche ou d'autres? Non, ça a été une opportunité parce que on n'avait pas souhaité que ce soit eux. Il restait ça. Et je ne voulais pas que ce soit les institutionnels locaux qui le fassent. Voilà. Donc, on leur a dit, vous savez qu'il y a tout... Mais nous avons travaillé dessus, nous allons vous proposer un projet. Et c'est parti comme ça. Voilà. En plus, une différence, c'est qu'eux nous assuraient que les parkings seraient souterrains. Ce qu'aucun autre ne nous proposait. Alors que la zone, l'inondabilité est vraiment très faible, quoi. Hein. Voilà. Donc ça a été un des critères principaux, quoi. Hein. On ne peut pas garer les voitures. Vous savez, vous avez vu ce qui se passe en face. Tout le monde gare les voitures. Quand on reçoit des amis de la famille, ils sont garés dans le lotissement en face. Et ça, c'est inadmissible. Donc on leur a dit, voilà la contrainte. Et on ne veut pas le bâtiment principal qui soit face au lotissement. On veut qu'il soit face à la route. Et donc ça fera une espèce de U avec un espace vert au milieu, au lieu que les autres nous proposaient et s'entêtaient à nous faire un parking en surface. Voilà. Donc on s'est opposé à ça. Moins de balcons sur les pavillons voisins, le parking sous terre et un espace vert comme on l'exige à tous les autres constructeurs. Voilà, ça a été les critères et peu importe d'où ils venaient, quoi. Hein. Il n'y a aucun conflit d'intérêt, j'y veillerai pendant tout ce mandat. Soyez assurés de ça. Oui, ça, bon, je laisse ma collègue d'Avignon gérer ce conflit-là. Oui, on passe au vote. Donc, des contre, 6. Donc adopté, je vous remercie. On passe à la délibération numéro 74, convention d'intervention foncière en opération d'ensemble, site Sumel. Avenant numéro 1, Monsieur Franck Jousselin. Les Sumel, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Pour rappel, l'EPF a acquis les terrains du site des Sumel au prix de 32 € du mètre carré. Donc plusieurs riverains n'étant pas d'accord avec ce montant ont porté l'affaire devant les tribunaux et ont contesté l'expropriation. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal a fixé le prix d'acquisition de ces terrains à 68 € du mètre carré, ce qui représente un surcoût d'1 million d'euros. Malgré le fait qu'il ait fait appel de cette décision, le juge a ordonné à l'EPF de procéder au paiement de ces sommes dans les plus brefs délais. Ce qui signifie le fait que nous soyons dans l'obligation de prendre la présente délibération. Le paiement ne pourra se faire que lorsque le montant de la convention aura été augmenté d'1 million d'euros. C'est ce qui est proposé au conseil municipal. Il est important de rappeler que cette délibération n'a pas de lien avec la volonté de la commune de modifier le projet des Sumel. Cependant, il nous semble important de rappeler que notre majorité a toujours été opposée à ce projet. Depuis plus d'1 an, nous en avons hérité et nous devons le gérer en conciliant la nécessité de mener la convention à bout sans dégrader les finances communales. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité modifier le projet initial, notamment en réduisant de 25% le nombre de logements prévus. Des questions?
Des observations, Monsieur Foin? Oui, juste une observation. On profite de cette délibération qui concerne le projet des Sumelles. Et comme il est indiqué, donc la modification de son contenu, pour vous redemander une nouvelle fois de bien vouloir nous informer de l'avancée du projet de la future école. Quand pourrez-vous nous présenter votre plan de marche que vous êtes certainement fixé pour sa réalisation? Quand pouvons-nous espérer avoir une nouvelle école sur Morières? Alors pour l'école Morières, nous n'avons pas encore procédé à l'acquisition des terrains parce que nous attendons que le PLU soit validé, ce qui ne saurait tarder maintenant. On n'a pas entamé encore les négociations, bien que les propriétaires locaux s'impatientent, on peut les comprendre, quoi, hein. Voilà, c'est l'attente. Alors moi, je ne peux pas vous dire, en tous les cas, ce que nous souhaitons, nous, c'est que pour la rentrée, à moins que je me trompe, c'est la rentrée 2025. 5, c'est ça. Rentrée 2025. Donc là, moi, je vais rajouter ce que j'ai dit tout à l'heure pour le projet à Jean Monnet, 1 million d'euros supplémentaires sur le coût qui va être porté sur ce projet. Ça a 25% de moins de logements sociaux, vous avez dit? Non? Qu'est-ce que vous avez dit? Non. De logements prévus. De logements tout confondu. D'accord. Là aussi, vous allez vous rencontrer confronté à une difficulté de subvention. Vous allez obtenir des prix à la surface utile qui va dépasser les 2 000 € par mètre carré. Donc, alors écoutez, nous sommes sollicités, vous ne pouvez pas imaginer, tout le monde pourrait dire comment vont se sortir les aménageurs, puisqu'ils vont faire beaucoup moins de logements, qu'on leur demande des espaces verts, qu'on leur demande de créer des routes, puisqu'on veut faire une zone pavillonnaire tout autour. Eh bien, nous avons largement le choix. La semaine dernière encore, quelqu'un est venu nous dire que moi je réalise ça, je prends tout, y compris la zone intergénérationnelle, sans dire ça va être difficile, sans même négocier, sachant que ça coûtera plus cher compte tenu qu'il y a 1 million à la clé. Bien sûr, hein. voilà. Quel que soit l'appel, et même s'il y avait une réduction, et au lieu de rajouter 68 ou 67, je ne sais plus combien d'euros, pour tomber sur l'exigence du jugement, même si on enlevait 20 ou 30 euros, vu la surface, ça fait quand même de l'argent. Malgré ça, il y a du monde. Donc on ne se fait pas du tout de soucis. Les réductions que nous avons procédées, on va les maintenir. Et après, il n'y a plus qu'à attendre la modification de la DUP. D'ailleurs, il y avait un jugement aujourd'hui. On attend la réponse, s'ils sont déboutés ou pas. Voilà, ce qui accélérera les choses, quoi. Non, moi, je reviens toujours sur les logements sociaux. Si vous allez faire des logements sociaux qui ne vont pas être abordables. Bien sûr, ils ne vont pas être abordables. L'intergénérationnel, c'est 82 sociaux. Oui, mais les bailleurs vont être obligés de trouver de l'argent pour pouvoir financer ces logements. Donc les loyers vont être très exorbitants. Ils prendront un petit peu sur leur marge. Ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Oui, mais ils n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Vous verrez bien. Il faudra qu'ils se serrent la ceinture. Vous allez avoir des difficultés pour avoir des subventions. Oui, mais le fait d'avoir d'autres bailleurs, peut-être qu'aussi ça va inciter les autres à être un peu moins gourmands. Mais quand vous allez solliciter vos partenaires pour avoir des subventions sur les prix conventionnés, vous ne passerez pas parce que vos prix sur la surface utile vont dépasser le coût. Et il n'y aura pas d'aide. Je ne m'inquiète pas pour ça. Jusqu'à présent, tous les voyants sont au vert. Donc ce que je vous ai dit pour Dourève est valable pour ça aussi. C'est une certaine élite qui va pouvoir bénéficier de ces logements sociaux et pas des personnes qui sont dans des situations précaires. Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne vais pas répéter ce que j'ai eu tout à l'heure. J'ai expliqué à ces gens-là, dont un en particulier avec force détail, que nous avions 100... Allez, donnez-moi le chiffre de demandes que nous avons de logements en stand-by. 185, voilà. Donc là-dedans, vous avez des gens en situation plus que précaire, quoi, hein, et qui sont souvent dans des situations très difficiles. Donc ces gens-là, c'est sûr, ne pourront pas payer des loyers des 700, des 800 euros. Ça, c'est une chose évidente. Donc ils doivent tenir compte de ça. Vous voulez dire que
l'APL, ce que les gens peuvent percevoir en fonction du logement, ils percevraient moins et ça rendrait inaccessible. Non, c'est les aides que vous allez obtenir de l'État et même du Grand Avignon. Vous ne pourrez pas en bénéficier puisque vous aurez le prix de surface utile qui sera supérieur à ce qui avait été convenu, c'est-à-dire c'est 2 000 € du mètre carré. Si vous êtes au-delà de ces 2 000 € de surface utile au mètre carré, vous n'aurez pas d'aide. Et ce sont des aides qui sont assez conséquentes, qui peuvent aller jusqu'à 80 100 000 €. Ces constructeurs connaissent les lois. Ils savent Ils très les bien que connaissent très pour bien, rentabiliser et qu'ils puissent trouver chez les bailleurs des clients, il faut quand même que ce soit abordable, que ce soit aux normes. Oui. Ils comptent aussi sur les subventions pour arriver à réaliser leurs projets. Mais Donc, s'ils les ont pas, ces aides, ils vont être obligés de trouver de l'argent autre part, donc ils vont comment faire des loyers Comment élevés. ferait-il pour faire fi de ces aides-là et s'engager pour faire... Mais les bailleurs privés le font. Je ne sais pas. Non, mais si je peux me permettre, si je peux me permettre, Madame Dubois, je pense que vu ce qu'on a entendu au SCOT et vu ce qui va arriver au niveau du décret, je pense qu'au niveau des aides et subventions, que ce soit de la part de l'État ou du Grand Avignon, de toute façon, il faudra s'adapter. Donc je pense qu'on ne va pas être tronqué au niveau des demandes par rapport à des projets qu'on va mettre en place et qui vont aller dans le sens des décrets qui vont arriver. Donc je pense qu'à la limite, on pourra peut-être être même gagnant si on se met dans les clous par rapport à ce qu'ils demandent. On ne sera pas concerné puisque le plus a été voté. Là, la loi, pour être référence, la loi climat et résilience, c'est pour les plus après 2021. Donc Oui, vous serez moins impacté. En 2023, il faut bien qu'on leur rende Dans des un autre comptes. discours. Dans le projet des SUMEL, il y a d'énormes travaux de voirie. Pour arriver, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je ne suis pas rentré dans le détail. Eux comptent là-dessus se rattraper sur ce qu'ils n'ont pas de notre côté. En gros, on va poser la question, pensez-vous que ce sera accessible à tout le monde sans aucun problème, vu les travaux annexes qu'il y a, et si je prends la totalité, c'est ce qu'ils nous ont dit, ce qu'on perd là, ce qu'on rattrape là, etc., sachant qu'on n'a pas à sous-traiter une grande partie. Et sur l'ingénierie, je pense qu'eux doivent retrouver leur compte, puisque pour arriver à ce résultat-là, ils savent très bien que sans ces subventions, ils ne peuvent pas réaliser aujourd'hui. Ils présenteront un projet pour que le coût au mètre carré tombe dans les normes. Voilà. En tous les cas, c'est leur engagement, quoi, hein. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Très bien, pas d'abstention. Adopté, je vous remercie. Délibération 75, cession de l'immeuble cadastré numéro 395 à Monsieur Adrien Tranchat. Monsieur Jousselin. Dans la précédente délibération, il est proposé de céder l'immeuble cadastré situé Louis Gros à Monsieur Adrien Tranchat pour la somme de 70 200 €. Cette cession se justifie par la vétusté du bâtiment qui doit faire l'objet d'importants travaux afin de pouvoir de nouveau être occupé. Par ailleurs, l'emprise foncière sur laquelle il est érigé ne présente pas d'intérêt dans le cadre d'un éventuel aménagement urbain. Enfin, comme nous pouvons le constater à la lecture de l'avis de France Domaine, le bien a perdu de sa valeur depuis la précédente estimation qui en avait été faite. La municipalité a donc aujourd'hui tout intérêt à s'en séparer avant de devoir assumer des dépenses conséquentes pour sa mise en sécurité. Je précise que la commune n'a reçu qu'une seule offre et que le présent bien est cédé à une jeune famille moriéroise. Alors on ne présume pas, on a eu une seule offre. Oui, justement. Donc les délibérations liées à la cession du patrimoine de la commune se succèdent après la cession du terrain près de la bibliothèque, la future cession du terrain près de la gare, les 913 mètres carrés de terrain proche de l'avenue Jean Monnet. Vous nous demandez notre accord pour la cession de deux nouveaux biens de la commune. Est-ce que vous pouvez nous préciser les modalités de la vente du patrimoine de la commune par simple voie d'annonce sur le site internet de la commune? Vous indiquez qu'il n'y a eu qu'une seule personne qui s'est présentée,
parce qu'effectivement, il y a eu un manque de visibilité sur cette communication, enfin sur cette session. L'affichage a duré légalement 1 mois. Sur le site internet de la commune. Voilà, et En puis cas de au tableau pluralité d'affichage d'acheteurs- de la mairie aussi. Ouais. Alors ça, c'est un premier Il faut, point. il faut savoir que là, en nous termes de sommes en train de communication. parler d'une ruine, Monsieur Foin. Je suis d'accord avec vous. On parle d'une ruine. Hein. C'est une maison en ruine pour 78 000 euros sur la commune. En plus de l'estimation des domaines, est-ce que vous avez recueilli une estimation de la valeur de ces biens par une agence immobilière? Nous avons pu voir dans la précédente délibération que l'estimation des domaines était parfois inférieure de 120% au prix du marché, puisque pour le terrain des Sumelles, par rapport à l'estimation de France Domaine, les gens qui ont vendu leur terrain ont pu le vendre, par voie de justice, ont pu être payés 120% de plus. Donc ça veut bien dire que l'estimation des domaines sur Morières peut être erronée, on est bien d'accord. Donc ça veut bien dire aussi que des agences immobilières qui connaissent le parc immobilier de Morières auraient pu peut-être estimer à une valeur supérieure. En tout cas, France Domaine s'est bien planté par rapport au prix de vente des terrains sur Morières, enfin sur les Sumelles. Donc nous dénonçons le manque de publicité lié à ces cessions et le fait de ne pas chercher à valoriser au mieux le patrimoine de la commune. Nous demandons à ce que les prochaines cessions puissent être valorisées par au moins 2 agences immobilières et que ces cessions bénéficient d'une plus large publicité auprès des Moriérois, comme la publication dans un journal local, afin d'attirer plus d'acheteurs et peut-être espérer une vente au-dessus du prix des domaines. Écoutez, bonne chance à celui qui voudrait acheter cette ruine, sachant que la démolition va coûter 3 fois le prix de... tout le monde à Morières connaît ça, y compris les agents immobiliers. Tout le monde a vu cette annonce et ils l'ont vue. Personne ne s'est précipité. Mais on leur demandera, si ça peut vous faire plaisir, la prochaine fois un courrier comme quoi ils ont pris connaissance et on le joindra au dossier. Simplement qu'ils nous donnent une estimation pour eux de la valeur des biens qui sont vendus. Oui, à condition d'être intéressés. Autrement, ça nous intéresse L'agence pas. immobilière peut très bien vous donner une valorisation de ce bien sur la valeur du marché. On a pu le voir sur le domaine des Sumelles que par rapport aux 38 € qui avaient été donnés entre guillemets au premier vendeur, le prix de marché était à 68 €. Ça veut bien dire que France Domaine... Comparons ce qui est comparable. Ne me parlez plus des Sumelles, ça n'a absolument rien à voir. Vous parlez de terres agricoles qui ont été achetées à prix ville au départ. Hein. Ça donne simplement un exemple que France Domaine ne donne parfois des prix qui ne sont pas forcément des prix de marché. Non mais moi, je suis d'accord. Mais à la limite, Monsieur Foin, si c'est sur les prochaines ventes, moi j'y suis allé. Je suis rentré à avenue Louis Gros. Je peux vous dire que la personne qui a acheté, même à 70 000, moi j'achète pas. Hein. Parce que c'était insalubre. Et quand je dis insalubre, c'est insalubre. C'est une horreur. Ça avait été squatté, ça a été fermé, bouclé, et c'est resté dans l'état. Vous imaginez ce que ça peut donner. Donc je pense qu'au niveau de l'estimation des domaines, les domaines ont même bien estimé. C'était une occasion de se débarrasser de cette ruine presque en centre-ville qui donne une mauvaise image de la ville à un moment où les magasins sont en train de réouvrir. On pourra en parler après, si vous voulez. On fait une question diverse. Mais je pense que c'était une opportunité. C'est pas évident. Je ne comprends pas que ça n'a pas été fait avant, quoi. Hein. Et hop, on se débarrasse de ça. C'est le terme exact, quoi. Hein. On se débarrasse de ça. Je vous assure que là, on ne discute pas, quoi. Hein. On a proposé un prix, ils l'ont pris. Qu'est-ce que vous auriez voulu que les gens donnent 15-20 000 de plus? Mais franchement, Monsieur Foin, auriez-vous acheté ça, ne serait-ce que pour mettre la remorque de votre, pour aller, je sais pas, mettre votre gazon dedans à déchetterie? Vous l'auriez pas fait. Vous n'auriez pas mis un chat là-dedans. C'est insalubre et insécure, quoi. Hein. On a peur que tout vous tombe sur la tête quand vous rentrez là-dedans. Et malheureusement, c'est pas fini. On en a d'autres comme ça, quoi. Hein. Pas dans cet état-là, parce que là vraiment c'était l'horreur. Mais je suis surpris que quelqu'un ait mis 62 000 € là-dedans. Je vous assure. Je vous assure. Je demande juste effectivement que des professionnels de l'immobilier puissent nous donner une valeur sur les biens qui sont vendus par la commune et qu'on puisse simplement faire un peu plus de publicité. Ok. Allez, on s'en occupera. On passe au vote. On peut passer la nuit là-dessus. Qui est contre? Très bien. Je vous remercie. Donc, hop. Voilà pour une. Adoptée. Délibération 76.
Même cas, cession de l'immeuble cadastré, section AM numéro 157 de la SCI GLLR, représenté par M. Romain Gandillet. Monsieur Jousselin. Donc dans la présente délibération, un autre bien de la commune, il est proposé de céder l'immeuble situé à l'angle des rues Louis Pasteur et République à la SCI GLLR, représenté par M. Romain Gandillet pour la somme de 69 600 €. Comme pour la précédente délibération, la cession se justifie par l'inutilité de ce bâtiment ainsi que sa vétusté. Là non plus, l'emprise financière ne représente pas d'intérêt particulier. Le rez-de-chaussée abritera un bureau et le premier étage abritera un logement. Comme pour la délibération précédente, je précise que la commune n'a reçu qu'une seule offre pour ce bien et que cet immeuble est cédé à une jeune famille moriéroise aussi. Idem que le bien précédent, où tout est passé sur le site de la commune. Même procédé. Même procédure publicitaire, quoi. Hein. Même commentaire. Même commentaire. Très bien. Donc, on passe au vote. Les contre, 6, d'accord. Très bien, donc adopté. Délibération suivante, numéro 77, exonération de la redevance relative à l'occupation du domaine public par les commerces. Madame Castrignano. Bonsoir. Délibération numéro 2021-11-077, exonération de la redevance relative à l'occupation du domaine public par les commerces. À l'image de l'année 2020, l'année 2021 a été assez compliquée pour les commerçants, notamment pour les restaurateurs qui ont dû rester fermés pendant plus de 4 mois. Nous proposons donc au conseil municipal de les exonérer du paiement de la redevance d'occupation du domaine public pour l'année 2021. C'est un petit geste en leur faveur, en espérant que cela puisse les aider dans le cadre de la poursuite de leurs activités. Voilà, ceci représente un petit manque à gagner, on ne peut pas dire une perte pour la commune, de 2 521,36. C'est peanuts à côté de ce qu'ils ont subi pendant ces périodes-là. On passe au vote, à moins qu'il y ait des questions, non ? Ok, très bien, je vous remercie. Des contre, abstention, ok, unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, numéro 78, actualisation des tarifs de la redevance relative à l'occupation du domaine public par les commerces. Madame Castignano. Après analyse des tarifs d'occupation du domaine public pratiqués par la commune, il s'avère que ceux-ci n'ont pas été actualisés depuis 1986. Ils sont donc largement inférieurs aux tarifs appliqués dans les communes similaires, ainsi qu'aux tarifs appliqués dans les communes voisines. Nous avons donc mené une étude auprès de plusieurs villes voisines ou situées dans le département, afin d'actualiser nos tarifs et d'appliquer une grille tarifaire cohérente par rapport au territoire. Une première augmentation se fera donc à partir du 1er janvier 2022 et une seconde à partir du 1er janvier 2023. Elle concerne les commerces sédentaires occupant une partie du domaine public, mais aussi les commerces ambulants occupant à l'année une partie du domaine public. Nous avons conscience qu'il s'agit d'une augmentation importante, qu'il convient toutefois de relativiser lorsque nous regardons les tarifs à l'année. Si vous avez des questions. Vous avez estimé le coût que ça allait engendrer par rapport à combien ça va vous rapporter sur l'année ? Moi, je n'ai pas fait le calcul, mais bon, je pense que les services l'ont fait. On peut faire la multiplication, puisque nous avons le métrage, mais je pourrais vous communiquer ça, sans problème même. Vous l'avez ? Si vous l'avez là, oui, donc je l'ai. Sans problème, excusez-moi. Au 1er janvier 2022, nous passerions à une tarification à 2 414 € sur l'ensemble des commerces sédentaires. Et ensuite, en 2023, une tarification à 4 076 € pour les mêmes commerces. Et pour les commerces donc ambulants,
Au 1er janvier 2022, on passe à 600 € sur l'année. Et pour 2023, à 1 200 € sur l'ensemble des commerces concernés. Alors, pour compléter votre information, nous nous sommes renseignés sur les communes voisines, bien sûr. Le Pontet, le Thor, Saint-Sat et d'autres. Et dans tous les cas de figure, nous sommes en dessous. Alors ça paraît beaucoup, ça peut être multiplié par 2, mais bon, ça représente vraiment pas grand-chose. Pour votre information aussi, nous avons commencé à consulter les principaux intéressés, ceux qui ont des commerces avec un état des bars, etc. Personne n'est revenu là-dessus, personne n'a protesté. On a expliqué qu'on a tenu compte de 2 saisons, genre haute saison, basse saison, quoi. Hein. Et ils savent aussi très bien comment les prix qui se pratiquent chez nos voisins. Et certains, franchement, tapent dur. C'est le moins que l'on puisse dire, quoi, hein. Voilà. Je pense que nous avions besoin aussi de vivre jusqu'à présent. Bon, ça fait 2 années d'exonération. Je crois qu'ils peuvent faire cet effort en espérant que la vie reprenne son cours tout à fait normalement. Si vraiment la situation devenait vraiment difficile, bien sûr, rien ne nous empêche de revenir là-dessus comme nous l'avons déjà fait, quoi, hein. Nous souhaiterions, voilà, plutôt que vous ayez cette démarche de peut-être retarder cette décision et attendre un petit peu de voir où on en est la situation par rapport au Covid et la situation au niveau des commerçants. Alors le problème, c'est que depuis 1986, rien n'a été fait. Donc nous, on récupère la situation antérieure et on se doit, par rapport à la cohérence, par rapport au territoire, de faire quelque chose, de l'acter et de le prévoir. Comme l'a dit Monsieur le maire, selon la situation et comment ça va évoluer, on est toujours à temps de revenir effectivement et de voter une exonération si tel était le cas. Mais on se doit quand même de revaloriser nos tarifications. Oui. Mais bon, depuis 1986, c'était obligé. Les commerces ont l'air de tourner normalement. Aucun n'a dit c'est une catastrophe, hein. Ils reprennent vie, ils ont leur clientèle, ils ont retrouvé leur clientèle. Personne n'a dit la situation est difficile, c'est pas le moment. Personne n'a dit ça. Donc on ne peut pas, si vous voulez, se tirer une balle dans le pied, si vous permettez l'expression, quoi, hein. Il faut qu'on y aille. Si malheureusement on arrivait encore avec des confinements, et bien sûr, qu'on reverrait notre position. Mais aujourd'hui, rien n'empêche le système de se mettre en place au 1er janvier, quoi, hein. Oui, mais rien n'empêche aussi de reporter le système dans 1 an. Oui, non, quand même pas, quoi. Je pense que on a été généreux, quoi, hein. Enfin, en tous les cas, je veux dire, personne n'a protesté, quoi, on va dire, hein. Mais même pas du bout des doigts, quoi, hein. Même pas du bout des lèvres, pardon. Voilà, bon, allez, on passe au vote. Les contre? Bon, très bien, 6 adopté. Délibération numéro 79, le jeu concours La Fève Enchantée. Mise en place du règlement du concours. Madame Castrignano. Alors, comme nous l'avions fait l'année dernière, nous proposons à nouveau l'opération La Fève Enchantée, qui permettra aux gagnants de remporter des bons d'achat à dépenser chez les commerçants de proximité. Le principe reste le même que l'an dernier. 8 fèves seront dissimulées dans 8 galettes des rois que les clients pourront se procurer auprès des 4 boulangeries de la ville qui participent à ce concours. Le jeu débutera le jour de l'Épiphanie, le 6 janvier 2022, et durera jusqu'au 23 janvier inclus. Les gagnants pourront venir récupérer les bons d'achat du 24 janvier au 11 février 2022 en mairie. À noter que cette année, la fève a été gracieusement confectionnée par l'association L'Atelier Poterie. Il s'agit donc d'une fève 100% artisanale représentant le blason de la ville. Des questions?
Alors sur le principe, je trouve ça très très bien, c'est extraordinaire ce que vous faites. Mais alors quand on regarde votre règlement, il est vraiment drastique, quoi. Pour récupérer un lot, vous avez vu tout ce que vous exigez pour venir récupérer un lot de 30 €? Eh bien, on se doit d'avoir quand même un fichier avec le nom et de vérifier l'identité des personnes qui Pour viennent récupérer un lot. Oui. Alors que le lot peut-être coûte moins cher peut-être que l'achat de la galette, mais moi je trouve ça... 30 €, ça fait une belle galette quand même, hein? Bah, vous savez, les galettes des rois avec les fruits confits, c'est le tarif. Hein. Alors on en fera 100 fruits confits. Non, mais c'est surtout que vous demandez, il est rappelé pour récupérer le lot, d'avoir le nom, l'adresse électronique, le téléphone, ces informations sont enregistrées, sauvegardées dans un fichier informatique. Je trouve ça quand même assez lourd. Alors écoutez, je ne suis pas rentré dans le détail de l'élaboration par ma collègue de ce truc-là, mais bon, je veux bien que l'on revoie si tout est utile. Voilà. D'accord. Je prends cet engagement-là, je regarde peut-être que si ça vous choque, peut-être qu'on peut prendre juste un contact, histoire de les féliciter. Ça partait d'une bonne idée, je pense, de faire travailler les commerçants de la commune de Morières, d'avoir donc une fabrication d'une fève par un artisanat. Ça part d'un bon sentiment, c'est que voilà, le but après, c'est de pouvoir diffuser, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, quoi. Hein. Oui, voilà, mais alors bon. Peut-être qu'on demande trop d'informations avec un mail, peut-être. Voilà, enfin bon. Voilà. Écoutez, mon engagement, c'est de voir avec ma collègue. Oui, on reverra la question, pas de problème. Voilà, très bien. Bon, donc on passe au vote. Je pense que vous êtes pour. Bravo. Je vous remercie, unanimité. Délibération 80. Allez, la dernière. Avis du conseil municipal sur les dérogations de la règle du repos dominical des commerces de détail pour l'année 2022. Madame Castrignano. La municipalité peut autoriser l'ouverture de certains commerces le dimanche dans la limite de 12 dimanches par an. Pour l'année 2022 et comme cela se fait chaque année, la municipalité autorisera les commerces de détail à déroger à la règle du repos dominical les dimanches suivants, les 4, 11 et 18 décembre. Je rappelle qu'il convient de délibérer avant le 31-12 de l'année N-1 et que nous parlons bien de 3 dimanches en décembre 2022. Voilà, des questions? Oui. Oui, je comprends que ça peut aider les commerces locaux, c'est vrai, mais moi je trouve indécent qu'une collectivité locale, elle se prononce pour la suppression de repos des salariés. Dans une entreprise, ce n'est pas la collectivité locale. Non mais je vois pas pourquoi... Monsieur Giamot, c'est obligatoire, je suis désolé de vous couper, c'est obligatoire ça. On doit accorder, c'est obligatoire. Non mais que vous accordez l'ouverture du commerce le dimanche, je vois pas que c'est pas, je suis pas contre. Ça permet aux Moriérois de pouvoir faire leurs achats. La question que je pose, c'est que là, on nous dit qu'on supprime le repos d'un salarié. C'est pas pareil. On n'est pas le patron de la boîte. Mais généralement, c'est sur volontariat, comme ça se passe dans la grande distribution. Mais là, vous ne me parlez pas de volontariat. Vous me dites que vous voulez supprimer le repos d'un salarié. Moi, je veux dire, même on pense s'abstenir. On ne pense pas voter contre. On pense s'abstenir parce que c'est vrai que dans la situation de Noël, jour de l'an, il y a besoin que la population de Morières elle puisse trouver des commerces ouverts. Ceci étant dit, ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit nous qui disions on supprime les repos des salariés. C'est clair? Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, s'il s'agit d'empêcher la fermeture d'une entreprise qui pose problème, c'est évident que les collectivités participent à l'action pour l'empêcher, la fermeture de l'entreprise. Voilà. Donc, je terminerai sur, sur la déclaration d'un intermarché de Moselle
compte tenu que les situations évoluent dans la société, on est en train d'évoluer complètement. L'Intermarché de Moselle dit, je cite son annonce, « Chers clients, chères clientes, car nous voulons que nos équipes puissent, elles aussi, passer leur dimanche en famille, votre Intermarché restera fermé tous les dimanches de décembre. » Vous voyez que les choses évoluent souvent. Et de plus en plus, on voit qu'il y a plein de personnes qui ne veulent plus aller travailler dans des commerces, dans des restaurants, tout ça, parce que leur vie, elle est complètement... ils ne peuvent pas vivre dignement. Donc, c'est de tenir compte de tout ça que je dis. Voilà, je me suis fait comprendre. Je ne suis pas contre l'ouverture des commerces le dimanche, mais en aucun cas, on va s'immiscer dans les problèmes de l'entreprise. Monsieur Jariamo, je précise juste que les organisations syndicales ont été consultées en date au mois d'octobre 2021 et donc effectivement la municipalité ne s'immisce pas dans les affaires des entreprises. Oui, mais la déclaration, c'est pas ce qu'elle dit. Mais la déclaration, elle se fie au texte de loi et c'est la raison pour laquelle on prend une délite. Après, c'est du volontariat, mais aussi, tenez compte que nous sommes un village, quoi, hein, même si ça déplaît à certains qui disent que c'est une grande ville et que tatati tata, le dortoir et pas dortoir. Mais moi, je dis que ça reste un village. Et pour moi, on va essayer qu'il le reste. Ça sera peut-être un grand village. Moi, j'habitais un village à 1000 km d'ici. Mais ce village, il avait 40 000 habitants. Et c'était un village. Allez voir le magasin de Leclerc, c'est un drôle de village. Mais oui, mais je sais bien. Leclerc, mais il fera comme il fait d'habitude. Sur appel au volontariat, il paiera des heures supplémentaires aux gens qui ne rechignent pas non plus à faire quelques heures. Il n'y a pas d'obligation légale à obliger les salariés à travailler ce jour-là. Après, généralement, nos commerçants, c'est quoi? La boulangerie, le boucher, le primeur, c'est eux qui sont là. Mais légalement, vous devez fixer ces dates-là. Et après, ils ouvrent pas. C'est-à-dire, c'est pas une obligation d'ouvrir. Leclerc, il est ouvert tous les dimanches. Et il a une autorisation, compte tenu de sa surface, qui nous échappe. Donc, à partir de là... J'étais clair, je ne suis pas contre, on s'abstient. Ceci étant dit, je ne vais pas répéter. Hein. Voilà. Non, j'ai bien compris, M. Giamon. J'ai bien compris. J'ai bossé 16 ans dans la grande distribution et croyez-moi que j'ai donné, y compris ma vie de famille, quoi, hein. Ça vient de là. Donc je respecte tout à fait votre... Et sans faire de syndicalisme ni de politique, mais c'est vrai qu'on a souffert de ça et à l'époque, on ne vous demandait pas votre avis. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de dire 1 sur 2 ou 1 sur 3, voire je ne viens pas, quoi, hein. Voilà, sans avoir de sanctions, quoi, hein. Mais je reconnais par contre le texte, on ne peut pas l'inventer, il faut appliquer celui de la loi, quoi, hein. Voilà, bon, allez, on passe au vote. Les contre? Je vous remercie. Unanimité. Ah, vous abstenez, pardon. Ah, comme personne... Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit abstention. Ok, 6 abstentions. I am sorry. Je vous traduis, M. Giamon? Non. Vous savez, le chat... Hein, Allez, délibération 81, adoption du plan de formation triennale 2022-2024. La présente délibération vise à adopter le plan de formation triennale du personnel municipal comme l'exige la loi. Le plan de formation qui est proposé sera mis en œuvre sur les années 2022, 2023 et 2024. Il a été élaboré par le service des ressources humaines après avoir recensé les obligations légales ainsi que les besoins et les souhaits exprimés par les services municipaux. Cela concerne tout d'abord les formations obligatoires, formations statutaires, formations en lien avec l'hygiène et la sécurité du travail, formations obligatoires pour les policiers municipaux. Il y a ensuite des formations pour les agents souhaitant préparer un concours, les formations liées au projet de la commune, les formations de perfectionnement, et les bilans de professionnels. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un engagement important de la commune qui consacrera un budget de plus de 40 000 € sur 3 ans. Pour information, lorsque vous lisez les lettres NC sur le document joint, en dessous du nombre de personnes concernées, cela signifie que le nombre exact d'agents qui pourront bénéficier de cette formation n'a pas encore été déterminé. Contre lettre NC inscrite dans la colonne des coûts, cela signifie que nous ne disposions
pas de devis et que nous ne pouvions donc pas fournir le coût même approximatif. Des questions? Non? C'est bon? On passe au vote. Et contre? Abstention? Unanimité? Je vous remercie. Délibération 82, mise à disposition du personnel auprès du CCAS, modification de la délibération 2020 du numéro 39 du juillet 2020. Pardon. Alors, cette délibération vise à ajuster le temps de travail de certains agents municipaux dévolus à la gestion du CCAS. Après une analyse plus approfondie du temps passé par les agents dans la gestion du personnel du CCAS, mais aussi dans l'entretien des locaux, il convient d'intégrer le temps passé par le responsable du service entretien dans la gestion du nettoyage des locaux relevant du CCAS. Parce que lui aussi, il navigue un petit peu partout. C'est vrai que cet homme, on le voit partout, il s'en occupe, et je le dis ici haut et fort, de façon très, très professionnelle. C'était une anecdote. Mais quand ça va, il faut le dire. Voilà. Non ? Ça va? Donc, pas de contre, pas d'abstention. Unanimité. Je vous remercie pour eux. Délibération numéro 83. Alors, mise en place d'une part supplémentaire IFCE régie dans le cadre du RIFSEP. C'est un peu particulier. La présente délibération a avant tout pour objectif de pouvoir verser l'indemnité régie aux agents contractuels et non seulement aux titulaires. Comme vous le savez, le RIFSEP a supprimé les diverses indemnités et les a remplacées par une indemnité unique. Toutefois, cela n'était pas le cas pour les agents contractuels qui sont régisseurs. Voilà, à ce jour, cela ne concerne qu'un agent, puisque nous n'avons qu'un seul agent contractuel qui exerce les fonctions de régisseur, mais il a droit comme tout le monde. Contre, abstention, unanimité. Merci pour eux. Pour elle, je crois. Délibération numéro 84, modification du tableau des effectifs. Comme vous avez pu le lire dans le corps de la libération, et comme nous l'avons évoqué lors de la décision modificative du budget, il s'agit de créer un poste de gardien brigadier pour renforcer les effectifs de la police municipale. Par ailleurs, il s'agit de créer un poste d'agent de maîtrise pour un agent ayant réussi un examen professionnel, un poste d'animateur principal de 2e classe à la suite de la réussite du concours par l'agent concerné. Donc un brigadier, un au service technique et un à l'espace jeunesse. Voilà, les gens étant bien entendu en place pour les services techniques et puis le recrutement d'un brigadier, quoi, hein. Donc ça va dans votre sens, monsieur Giamot. Vous voyez, on y arrive, tout doucement. Tout doucement. Des objections? Les mêmes observations que le mois dernier, donc, voilà, donc on va s'abstenir. Vous abstenez. Voilà. Bon, Ouais. Par très bien. contre, Madame Pellissier, à cette occasion, vous avez posé une question concernant la qualification justifiant le paiement du 9e échelon d'une personne qui avait été recrutée. Vous aviez dit que vous nous donneriez la réponse aujourd'hui. Le 9e échelon, c'est le brigadier chef principal? Voilà. C'est au niveau de la restauration scolaire, c'est le second cuisine qui a été... Ah oui, oui. D'accord. Oui, oui. Parce que comme M. Coeur va être amené à partir d'ici 3 ou 4 ans, Oui. donc on a embauché un second cuisine, d'accord, qui prendra peut-être la succession de M. Coeur derrière. D'accord. Ok. Je ne me souvenais plus. Voilà, 84, ça c'est fait. Je sais plus. On l'a voté, ça va? Oui.
Ils s'abstiennent. D'accord. Délibération numéro 85, mise en place d'un service civique. Avec le développement des activités culturelles qui reprennent enfin et festives, il convient de renforcer ponctuellement le service municipal chargé de ces missions. Aussi, il est proposé de recruter un service civique pour assister le service, notamment en aidant à la préparation des événements. L'indemnité versée à la personne recrutée le sera directement par l'État. Par ailleurs, la commune versera une indemnité de 107,58 € par mois à la Ligue de l'enseignement le temps de la mission du service civique. La personne sera recrutée sur une durée de 8 mois maximum à partir du 1er février 2022. Voilà, c'est pour renforcer un petit peu. On s'aperçoit que nous avons des demandes de plus en plus d'expositions, etc., etc. Et puis, bon, c'est pas toujours facile qu'avec une personne, vous savez, sur place, d'assurer ce travail sans tirer trop sur la corde, quoi. On va dire. Des observations? Non, pas de contre, pas d'abstention. Merci pour cette personne. Délibération numéro 86, vacation d'un médecin pour la structure multi-accueil Les Premiers Pas. Madame Pratt. Le médecin avec lequel le multi-accueil avait conventionné ayant pris sa retraite, il est proposé que le docteur Delègue, qui s'est installé récemment sur Maurière, prenne sa succession à partir du 1er décembre. Delègue. À partir de demain. Des observations? Non, tout le monde est d'accord? Unanimité. Je vous remercie pour elle. Ça fait un bon accueil, un nouveau médecin qui est femme en plus, quoi. Hein, bon. Et c'est une dame. Délibération numéro 87, mise en place de la charte qualité, qualité du plan, mercredi, convention entre la ville, l'État et les autres partenaires. Monsieur de Valkener. Restriction budgétaire, on a un micro pour deux. Hop. Et voilà. La résilience. La ville de Montréal-les-Avignon a fait de l'éducation l'une des grandes priorités de son action. Elle s'est engagée dans une démarche de contractualisation de ses objectifs éducatifs à travers son PEDT. Le projet éducatif de territoire de la ville de Montréal a été revu et complété afin notamment de répondre aux objectifs orientation du plan mercredi. Le nouveau PEDT s'inscrit pleinement dans l'action volontariste de la ville qui vise à accompagner chaque enfant à construire et à réussir son parcours éducatif pour devenir un citoyen engagé, épanoui et libre de penser. Il affirme ses ambitions, la réussite éducative pour former le citoyen de demain, la réussite scolaire pour chacun, l'épanouissement des enfants, la coéducation. Le nouveau PEDT qui a reçu un avis favorable du conseil municipal en date du 8 juin 2021 a été transmis au service de la DDCS. Suite à cet envoi, les services de l'État ont transmis une convention qu'il importe d'adopter afin de pouvoir mettre en œuvre ce nouveau PEDT, et notamment le plan mercredi. L'objectif de la ville demeure de permettre un large et une forte continuité éducative en s'appuyant sur les liens créés entre les écoles et les structures de loisirs. La labellisation Plan Mercredi permettra entre autres de continuer de garantir aux familles la qualité éducative des activités proposées avec le savoir-faire des personnels qualifiés intervenant sur le temps du péri et de l'extrascolaire. J'attends vos questions. Oh, j'en doute pas. Alors, suite à l'envoi du PEDT, est-ce que tous les partenaires l'ont signé? Vous avez eu un retour? Pas encore. Suite à la signature de cette convention, ça continue son fil. Ça continue ce petit bonhomme de chemin. Ok. Concernant le lien scolaire, dans l'objectif du projet pédagogique du plan mercredi, il n'y a pas d'axe visible et concret sur la continuité de la réussite scolaire, alors que c'est un point de la charte. Je ne le vois pas dans le texte trop apparaître. Parce que dans la charte, il est bien stipulé la complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l'enfant, avec une mise en cohérence des projets d'école et du projet pédagogique de l'accueil de loisirs.
Oui. une déclinaison des parcours éducatifs sur les temps scolaires et périscolaires. Oui. Je ne les vois pas trop apparaître dans ce... Dans le PEDT? Oui. Non, là, dans cette partie-là, dans le plan du mercredi. Là? Oui. Pourtant, c'est le premier but qu'on s'était donné, d'accord? Oui. Entre la continuité du scolaire pour aller vers l'extrascolaire et le périscolaire. D'accord? Ça a commencé avec ce qui a fait grand bruit, je dirais, en déterminant à l'heure actuelle avec le Covid ce qui se passe sur le périscolaire du soir, d'accord? Vous connaissez les difficultés qu'on a rencontrées avec les parents d'élèves sur les heures que l'on avait mis, d'accord? Bon, finalement, ça a l'air de passer comme ça, mais on est toujours contraint avec les différents protocoles, d'accord? Et on ne peut pas aller au bout de notre démarche pour l'instant, d'accord? J'espère qu'une fois que ce Covid-19 nous laissera un peu plus de champ. Malheureusement, depuis aujourd'hui, avec le nouveau protocole sanitaire, on oblige encore les enfants à remettre le masque depuis aujourd'hui dans les cours de récréation, d'accord? Enfin, voilà. Alors après, quand est-ce qu'on va pouvoir mettre en place tout ça? J'aimerais bien vous dire dès demain, mais malheureusement, ça va être très compliqué. Donc vous l'avez prévu de le faire? Tout à fait. D'accord, ouais. Mais ce n'est pas inscrit, il faudra peut-être que vous l'inscriviez dans le... On l'inscrira. Voilà, hein, très bien. Par contre, vous consacrez, alors là, je vais venir un peu sur un terrain un petit peu houleux, vous consacrez une page entière sur les règles de la vie, discipline et sanctions. Oui. Et vous employez des termes forts, comme comportement répréhensible, mesures de réprimande, etc. Donc vos sanctions d'exclusion nous choquent, comme récemment, vous venez d'exclure... On n'est pas là pour discuter de ça, madame. Mais non, mais je peux en parler. Je ne cite pas de nom. Hein, voilà. Vous savez très bien. Alors, je vais, voilà, après tout, je vais vous en parler 2 secondes. J'aimerais voilà, qu'on soit peut-être un peu moins rigide, voilà, un peu plus être dans la dimension éducative, accompagnement et un peu moins de rigidité. Voilà. Ça aurait été votre fils qui était par terre, madame Dubois, d'accord, qui aurait pris non seulement un coup de pied en pleine figure, avec l'autre pied qui lui tenait la tête. Quel aurait été votre sentiment? Moi, devant l'acte, et je fais confiance aux animateurs, comme Madame Thévenin a pu le faire aussi en son temps, d'accord? Elle faisait entièrement confiance aux animateurs, je me fie aux animateurs. Les paroles des enfants, pour moi, ok, je sais entendre, d'accord? Mais je me fie aux adultes qui sont sur place. Devant la violence, d'accord? Et je regrette une chose, c'est que le papa que j'ai reçu un soir n'ait pas pu discuter, d'accord, parce qu'il a accepté cette sanction. Bon. Après, je dirais, le maire a le pouvoir, monsieur le maire ici, a le pouvoir de déclarer cette sanction, d'accord? Et devant la violence des faits, on a préféré aller. Vous savez très bien qu'à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de violence, de harcèlement dans les écoles, d'accord? Et l'année dernière, au mois de juin, j'avais déjà commencé à être un peu plus rigide sur ce genre de fait. D'accord, on avait exclu un enfant de la cantine après un lancer de couteau, d'accord, et de chaises à travers la cantine. D'accord, on est en train de monter crescendo dans la violence. D'accord, donc j'espère. Je suis désolé pour ce papa parce que ce papa avait l'air désolé également, d'accord, et la maman également, je pense, mais je ne l'ai pas rencontré. Et je trouve qu'à un moment donné, il faut marquer le coup. Je suis désolé que ça tombe sur lui, d'accord? Non, mais je ne cite pas l'enfant, moi je cite le fait, le principe. Voilà. Je sais que là-dessus j'ai été rigide, nous avons été rigides, et on l'assume. Il y a toujours quand même une mesure contradictoire, il faut quand même écouter les parties, quoi. J'ai essayé, je voyais le papa. On a écouté les gens présents. Il nous est arrivé de recevoir des parents sur des faits de violence, et devant les explications que le papa ou la maman nous a données, d'accord, de ne pas donner le courrier qui était en ma possession. D'accord? Un courrier était prêt, d'accord? Si ce papa avait discuté avec nous, d'accord, contradictoire, ok, il n'y a pas de souci, j'aurais pu reporter la sanction et voir encore avec les éducateurs. Là, il était désolé aussi, le papa. Désolé. Voilà. C'était vraiment violent. Vraiment violent. Et faire tomber, bon, d'accord, il se bouscule. Aujourd'hui, les enfants, malheureusement, ont des méthodes qui voient avec la télévision, les jeux vidéo, et quand vous voyez
des parents qui achètent des jeux de guerre d'une violence, mais d'une violence. Je ne comprends pas, même s'il y a des limites, mais bon, les vendeurs sont bien contents de faire recette et malheureusement, et surtout en libre service dans la grande distribution, c'est encore pire. Je pense que là, il fallait marquer le coup. Bon, en plus, il y a les vacances scolaires qui vont venir, une chose et l'autre, et puis j'espère que tout rentrera dans l'ordre après. Mais il fallait marquer le coup là. Il n'y a pas de négociation possible et il n'y a pas d'erreur possible, quoi. Il y avait suffisamment de personnes qui ont constaté, c'est la violence. Et heureusement que des gens sont intervenus quand même, que vous acharnez à piétiner une tête. Non, écoutez, non, là vraiment, les bousculades, on peut tomber mal et se faire mal, on comprend. Ils sont turbulents, c'est leur âge, ils se bousculent, ils tombent mal, ils heurtent un arbre, une chaise, un banc. Bon, ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Mais là, vraiment, c'était de l'acharnement. Donc, s'il n'y a pas un stop là, et si ça ne se dit pas dans les couloirs, c'est la porte ouverte à tout. Je suis désolé. J'ai agi en père de famille et en grand-père. Ça aurait été un de mes enfants ou petits-enfants, il aurait écopé de la sanction, hein, plus autre chose à domicile, même si c'est pas légal. Enfin, là, je pense que vous employez quand même des mots forts, parce que l'enfant, je ne pense pas, ne s'est pas acharné ni à piétiner. Là, je pense que c'est un peu... Quelqu'un à terre, c'est s'acharner, madame. C'est s'acharner. L'acharnement, c'est plusieurs coups de pied répétés. Là, non, enfin, si on veut jouer sur les mots, hein, non, mais... Plusieurs coups de pied, vous voilà. plaisantez, madame. Mais... Faut pas accepter ça. Non, voilà, non. Bon, et on n'épilogue pas là-dessus. Voilà. Là n'est pas le sujet. On passe au vote. Là n'est pas le sujet. Vous avez d'autres questions? À moins que vous ayez un truc, moi. Et contre? Abstention? Merci. Très bien, je vous remercie. Délibération suivante et dernière délibération, 88, attribution de 3 aides financières pour l'acquisition de vélos à assistance électrique 9. Madame Favre-Second. Le micro. Je suis pressée de partir. Depuis le dernier conseil municipal, nous avons reçu 3 nouvelles demandes. Nous vous proposons donc de les valider afin que ces personnes... Vous voulez bien nous quitter quelques minutes? Voilà. C'était ma phrase suivante. Comme vous voulez. Donc, nous vous proposons donc de les valider afin que ces personnes puissent bénéficier de la subvention municipale. Donc, cette subvention est d'un montant de 100 € et les dossiers ont été validés par les services municipaux. Monsieur le maire, nous pouvons passer au vote. Oui, Monsieur Gémeaux ne participe pas. Non, vous ne pouvez pas participer au vote, vous devriez quitter la salle. Mais bon, on l'a déjà pratiqué, vous restez sur place, vous ne participez pas au vote. C'est la dernière délibération qui n'engage pas non plus... il n'y a pas de doute là-dessus sur une quelconque... Très bien. Donc... Nous passons au vote. Je voulais juste rappeler que samedi a lieu le baptême du gymnase Albert Massip, d'accord, donc où vous êtes tous conviés.